Ça marche, oui. Bonjour, on va pouvoir parler de rap et de hard rock en toute sérénité. Apaisé. Bonjour à tous. Bonjour. Vous avez l'air très apaisé. C'est un plaisir. Si vous voulez poser des questions ou faire des remarques, il y a le hashtag Média en scène. J'ai le retour ici. J'essaierai d'inclure dans la conversation. Alors, je suis content de recevoir Bruno Crollo de Spotify parce qu'on ne le sait pas toujours, mais Spotify, c'est la seule plateforme de médias européenne à vocation mondiale. C'est 108 millions d'abonnés payants et 232 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc c'est énorme. Par comparaison, Netflix, c'est 158 millions d'abonnés. Donc c'est une réussite similaire. Alors on va commencer par une question sur vous, Bruno. Comment est-ce que vous avez rejoint Spotify et à quel moment de son développement ? Alors, moi, j'ai découvert Spotify en 2008, c'est-à-dire au moment où l'activité a été lancée en Suède, puis dans quelques pays d'Europe. La France a été lancée en 2009. J'étais à l'époque en charge du business digital de Sony Music France. Donc, Spotify était un de mes nouveaux clients. Et j'ai fait un rendez-vous, je me souviens, en début 2009, avec l'équipe Spotify France, qui était composée de 3 personnes à l'époque. Donc, toute l'équipe était dans le bureau. Et on a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant à suivre, et on a accompagné, en tout cas nous en local et puis au niveau mondial, on a accompagné le développement. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. 2008, c'est le fin fond du fond pour l'industrie musicale. Je me souviens être allé au Midem, qui est le salon de l'industrie musicale. C'était la déprime pour tout le monde. Le piratage avait démarré avec Kazaa et Napster en 2001, et l'industrie s'était effondrée. On pouvait consommer de la musique en peer-to-peer gratuitement partout. Donc la volonté de Spotify et la vision de Daniel Ek à l'époque, son fondateur, était vraiment de rétablir la valeur de l'industrie, de la développer. Et quand on dit l'industrie, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur, et notamment de donner au plus grand nombre d'artistes la possibilité de vivre de leur art, ce qu'ils avaient de plus en plus de mal à faire. Donc c'est passé par une offre légale qui recrée de la valeur, soit gratuite, financée par la publicité, soit sur abonnement, comme vous le disiez. Et puis surtout, une expérience utilisateur qui était bien au-delà en qualité de ce qu'on avait sur le peer-to-peer. Et petit à petit, on en est aujourd'hui à 79 pays, 232 millions d'utilisateurs et 108 millions d'abonnés, effectivement. Okay. Alors, au cœur de Spotify et de la subscription economy, il y a le recrutement d'abonnés et leur rétention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, rentrer un petit peu dans le détail de comment vous faites, d'abord peut-être pour recruter et ensuite pour retenir et engager les utilisateurs ? Alors, en fait, la clé, il y a vraiment 2 piliers pour nous pour l'offre. D'un côté, c'est le produit, donc c'est l'application, c'est l'expérience utilisateur dont je parlais tout à l'heure, qui a été lancé en 2008 et qui est constamment amélioré avec des nouvelles fonctionnalités et des choses qu'on apporte aux utilisateurs, gratuits ou payants. Et le deuxième pilier, c'est le contenu. Sans contenu, aucun intérêt d'avoir un service de musique. Il y a 50 millions de titres sur Spotify. Donc l'enjeu, c'est de guider les gens. Parce que quand on arrive sur une plateforme avec 50 millions de titres, normalement, on est perdu, sauf si on cherche quelque chose de précis. Et ça, c'est une partie infinitésimale des utilisateurs. Donc l'enjeu, c'est la curation. C'est un mot anglo-saxon qu'on utilise maintenant en français, mais c'est programmer du contenu, faire des playlists, apporter du choix éditorial aux utilisateurs qui leur permet de profiter de l'expérience. Et c'est ce qu'on ensuite on mesure en termes d'engagement, c'est-à-dire que si on fournit le bon contenu aux bonnes personnes au bon moment, tout d'un coup ils passent plus de temps sur la plateforme, ils y restent, ils reviennent, et éventuellement, pour ceux qui ont démarré par l'offre gratuite, ils convertissent au payant pour avoir un certain nombre de fonctionnalités en plus, comme le téléchargement offline, comme pas de publicité pour ceux que ça peut déranger, et ainsi de suite. D'accord. Mais l'enjeu, c'est vraiment les playlists. On a 2 types de playlists sur la plateforme, enfin 3 types en réalité, mais les deux qu'on maîtrise, c'est d'une part les playlists qui sont 100% personnalisées, c'est-à-dire gérées par des algorithmes, effectivement. Alors tout de suite, c'est le grand mot, mais un algorithme, c'est simplement un outil qui est nourri de connaissances musicales par nos équipes. Et ces playlists personnalisées sont basées sur les écoutes de l'utilisateur ou de gens qui ont des goûts similaires, et elles lui sont poussées. Donc c'est Discover Weekly. C'est Discover Weekly, c'est le radar des sorties, c'est les Daily Mix. C'est une nouvelle qu'on a lancée récemment qui s'appelle En Boucle. Donc c'est pour les gens comme moi qui écoutent des titres en boucle au risque d'assommer mes voisins. C'est vos
vraiment vos petits bonbons que vous écoutez en permanence. C'est le Wrapped qu'on fait en fin d'année, donc c'est vos écoutes de l'année. Et là, vous découvrez parfois des choses qui vous font un peu honte, donc vous le partagez ou pas. Donc ça, c'est vraiment l'algorithme, mais c'est l'algorithme intelligent et enrichi de culture musicale de nos équipes. On a 150 éditeurs dans le monde qui sont des fondus de musique, des passionnés, des spécialistes, soit des anciens programmateurs, des journalistes, des gens qui vivent la musique et qui la connaissent par cœur. Et il y a du machine learning aussi. Bien sûr. Il y a eu l'acquisition de Econest assez tôt dans l'industrie. Absolument, ce qui a permis justement de développer cette connaissance, ces outils qui nous permettent d'utiliser la connaissance qu'on a de la musique par rapport aux data qu'on a sur les consommations des utilisateurs. Et puis l'autre partie, c'est les playlists purement éditoriales qui sont là entièrement faites par des gens en chair et en os, donc nos éditeurs, et notamment dans chaque pays. Nous, on a une équipe de 4 personnes à Paris qui créent des playlists qui sont faites pour donner des perspectives sur des genres, sur des moments de la journée, sur ce qu'on appelle des moods, c'est-à-dire on va avoir des choses plus calmes, des choses plus dynamiques si on fait du sport ou si on est dans le métro, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui corresponde à l'aspiration du moment. Les playlists de mood, elles ne sont pas algorithmiques, c'est de la curation humaine. Hein. Absolument, elles sont faites par les éditeurs. En gros, sur Spotify, il y a 3 milliards de playlists et 4500 qui ne sont pas des playlists faites par les utilisateurs eux-mêmes. Et sur ces 4500, on a toutes ces 4500 sont faites par nos équipes dans le monde entier. C'est une équipe de combien de personnes alors? En tout dans le monde, c'est 150 à peu près. 150 éditeurs. Okay. Et en France, 4. D'accord. Et ces playlists, en France en tout cas, nos flagships, comme on les appelle, le plus important, c'est Hits du moment, qui sont, son nom est assez explicite, donc c'est les tubes du moment, mais vraiment adaptés au marché français, c'est-à-dire c'est les tubes français, c'est pas les tubes qui sont les plus écoutés aux États-Unis, en Allemagne ou au Japon. C'est Grand Hit, qui est notre playlist de variété française, qu'on pousse beaucoup et dont on voit les scores exploser en ce moment. Et puis Punchliner, qui est la playlist de hip-hop français de Spotify, qui est la plus grosse playlist de hip-hop en France, avec plus de 900 000 followers. Et d'ailleurs, Punchliner va trouver une incarnation au début de l'année prochaine sous la forme de concerts. On va organiser 2 concerts Punchliner live, l'un à Marseille, au Silo, et l'autre à Paris, à l'Olympia, pour donner vie à cette playlist. Donc les playlists deviennent des marques, en fait. Les playlists deviennent des marques pour certaines d'entre elles, absolument. Et on a des marques aussi globales, comme Rap Caviar, qui est la playlist de hip-hop américain, mais qui est beaucoup moins consommée en France que Punchliner, par exemple, mais qui est intéressante pour qui s'intéresse au rap US. D'accord. Et quels sont les critères pour savoir si une liste a du succès? C'est par exemple, si les gens retiennent un morceau de la playlist pour leur playlist personnelle, vous avez des outils comme ça? Alors, il y a une multitude d'outils, et j'en connais la moitié probablement au maximum. C'est vraiment la cuisine des éditos. Mais effectivement, des titres qui vont être sélectionnés et mis dans des playlists personnelles par les utilisateurs, c'est un très bon signe, en effet, pour le titre. Et puis, c'est aussi le nombre d'auditeurs par jour, leur fréquence de retour sur la plateforme, sur la playlist en question, qui nous permet de mesurer sa performance. Et grosso modo, l'écoute en playlist, donc en éditorialisation par Spotify, ça représente combien de pourcents du temps passé sur Spotify? C'est variable et non communiqué à date. D'accord. Ok. Ok. Vous avez face à vous des géants de la tech, comme Apple et Amazon, pour lesquels la musique en fait n'est pas un centre de profit per se. Ils peuvent se permettre de perdre de l'argent dessus et donc ils peuvent offrir des prix inférieurs à Spotify. Comment est-ce que, et c'est un peu vrai aussi de YouTube, qui vit principalement de la publicité. Comment est-ce que vous faites pour continuer à rester leader et vous distinguer face à ces gens qui ont beaucoup de moyens et moins de contraintes de rentabilité? Alors déjà, moi je ne commenterai pas ce que font nos concurrents, contrairement à certains d'ailleurs. Je me concentre sur Spotify, je me concentre sur m'assurer qu'on apporte les plus grandes valeurs possibles à l'utilisateur et aux créateurs qui nous font confiance. C'est vraiment notre mission. Elle est à deux angles, on a 2 audiences, les utilisateurs et les créateurs. Après, pour répondre à la question, la stratégie, elle est assez simple. J'en parlais tout à l'heure avec les 2 piliers qui sont le produit et le contenu, la recommandation, la localisation. Quand on lance dans un nouveau pays, par exemple, on s'assure que l'offre, le produit, donc vraiment l'application et ses fonctionnalités sont cohérentes et pertinentes par rapport au pays. Donc c'était le cas en Inde, par exemple, qui est un pays
un continent et un pays à la fois, avec une cinquantaine de langues différentes, de dialectes différents. Donc on a adapté l'application pour qu'elle soit multilingue, par exemple. On a multiplié les possibilités d'ubiquité. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'ubiquité, c'est ma musique quand je veux, où je veux, à n'importe quel moment, sur n'importe quel type de device. Donc on s'efforce d'être disponible sur tous les devices possibles. Ça, c'est pour s'adapter au forfait télécom, non? C'est ça? Ou non, dans des pays comme l'Inde. C'est simplement pour élargir le champ des possibles pour l'utilisateur. S'il veut être sur un téléphone, sur une télévision, sur une console de jeu, sur un assistant vocal, il trouvera Spotify. C'est vraiment l'objectif. C'est notre conception de l'ubiquité. Et pour revenir à l'Inde, ce qu'on a fait, c'est adapter le Spotify, l'appli, sur une version qu'on a appelée Spotify Lite, qui est beaucoup plus légère, donc, parce qu'évidemment les conditions de réseau et de data ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays où on est installé. Donc version Lite, application plus légère, consommation de data moindre, et puis aussi en termes de tarification, on ne va pas arriver en Inde avec une offre qui serait l'équivalent du 9,90 $ ou euros qu'on a en Europe. Donc on vient de lancer par exemple l'offre famille, qui partout ailleurs est à 14,99 $ ou euros, et qui en Inde est à 2,50 $ pour évidemment s'adapter. Et ensuite, il y a la partie contenu. J'en parlais pour la France, mais c'est vrai pour tous les pays où on est. On lance pas un pays. Spotify est sans doute la plateforme qui éditorialise le plus son contenu. Encore une fois, moi je ne compare pas aux autres, mais c'est certain que c'est notre raison d'être. C'est notre raison d'être et on ne conçoit pas être dans un pays sans apporter une pertinence éditoriale locale. Parfois, ça prend un petit peu de temps. Je m'occupe aussi de la Belgique et des Pays-Bas. La Belgique, on l'a lancée il y a quelques années, on n'a pas tout de suite localisé l'offre. On l'a fait au mois d'avril cette année avec des playlists et du contenu dédié et conçu pour la Belgique. Et on a vu immédiatement l'impact et les effets du contenu local sur les consommations. D'accord. Le contenu autour des artistes, comme par exemple la bio des artistes, c'est quelque chose qui intéresse les gens, qui les font rester plus engagés sur Spotify ou c'est un petit à côté? C'est variable, puisqu'on a maintenant, avec 230 millions d'utilisateurs, on a évidemment des profils très différents. Pardon. Mais on pense que c'est important que la musique ne devienne pas une commodité et apporter du contexte sur l'artiste, sur la création de l'album en question qu'on est en train d'écouter. On pense que ça enrichit l'offre et ça enrichit le contenu. Et là aussi, oui, c'est à vocation d'augmenter la rétention et surtout d'augmenter l'engagement. Je préfère l'engagement à la rétention. La rétention, c'est un petit côté télécom, j'en viens des télécoms, donc no offense, mais rétention, engagement, c'est beaucoup plus positif et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. D'accord. Il y a aussi la stratégie de freemium, on n'en a pas parlé, mais c'est une des clés du succès de Spotify. C'est quelque chose que vous gardez, c'est une stratégie que vous allez poursuivre. Absolument, on considère qu'elle a fait ses preuves. Elle a été compliquée à expliquer et à faire entendre et accepter, notamment par les ayants droit qui, si on reparle du contexte de tout à l'heure des années 2008-2009, pouvaient être un petit peu inquiets d'un modèle gratuit et financé par la publicité. Mais il a fait ses preuves parce que la proportion d'abonnés qui passent d'abord par le gratuit est très importante et elle est essentielle pour nous au modèle et elle est vraiment en équilibre le modèle sur les deux aspects, gratuit et payant. Ok, parlons un petit peu du marché français. Il est en progression, comme partout ailleurs, le streaming remplace le physique et redonne de l'oxygène à l'industrie de la musique, mais il est relativement moins bien développé que certains pays. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas assez de communication de la part des opérateurs télécoms? Non, il se passe que c'est la France en fait, et que la France et les Français sont un petit peu plus lents que d'autres à adopter les nouveaux services digitaux. Et vous parlez de Netflix tout à l'heure. Je me suis laissé dire qu'ils avaient eu aussi une sorte de petit retard sur la France qui maintenant se développe beaucoup, comme pour le streaming. Et effectivement, le streaming audio, musical, en France, a mis un petit peu plus de temps qu'aux Pays-Bas, ou en Angleterre, ou en Allemagne, ou en Suède, qui est une espèce d'exemple presque caricatural, mais à s'imposer pour des raisons culturelles. Même le téléphone mobile a mis plus de temps en France qu'ailleurs. Maintenant, on sent un vrai mouvement là, depuis 12-18 mois. On sent que vraiment l'adoption se développe. On est à 46% des gens qui consomment de la musique utilisent au moins, entre autres,
un service de streaming. Donc c'est quasiment une personne sur deux. On a eu 1,1 million de nouveaux abonnés l'année dernière, plus 26%. Ouais. On s'aperçoit que... On a combien d'abonnés alors du coup? Parce que Netflix en France est à 6 millions d'abonnés. À peu près. C'est bien. Ouais. non, mais on a combien de... Je sais que vous ne voulez pas donner le chiffre. Je ne veux pas, je ne peux pas. Non, mais je ne vous le demanderai pas. Mais pour tout service confondu, on est à combien d'abonnés au streaming payant en France? On est pas loin de 7-8 millions. 7-8 millions, oui, d'accord. Donc ça commence à être conséquent. Ouais. Et le streaming, par extension, est le principal driver de croissance. Vous parliez tout à l'heure du retour à la croissance de l'industrie musicale. C'est vous qui en parliez, pardon. Effectivement, l'industrie musicale, depuis 3 ans, est en croissance, enfin 3 années consécutives est en croissance, partout dans le monde, mais notamment en France. Et le streaming représente 51% aujourd'hui des revenus de l'industrie musicale. Là, on ne parle pas du live, en l'occurrence, on parle vraiment de la musique enregistrée. Donc c'est le revenu ce qu'on appelle les masters. Donc le streaming se développe en France, est en train de grossir. Certes, le cœur d'utilisateurs reste les 15-25, mais sur les tranches d'âge plus élevées, les 25-35, on est vraiment en train de devenir mainstream, comme on dit, en grand public. Et d'ailleurs, les chiffres du SNEP de l'année dernière, de juin, montraient que plus de 30% des streamers sont des 50 et plus. Donc même moi, je stream. D'accord. Choisis bien ta question parce que ce sera la dernière. Ok. Alors, en fait, on n'avait pas 20 minutes, David, au total. Ouais. Concentre-toi. Si c'était ça ta dernière question, c'est pas la bonne. Non. Ok. Alors, si c'est la dernière question, ça rigole pas ici. Il y a un développement important récent de Spotify, c'est l'entrée sur le monde des podcasts avec un budget de 500 millions qui doit être déployé pour des acquisitions, qui l'est déjà en grande partie. Quel est l'intérêt par rapport à l'objectif de retenir des abonnés et puis comment est-ce que ça va concerner la France? Donc le podcast, en étant leader du streaming musical dans le monde, il est paru assez vite évident qu'étendre à l'audio faisait sens. Donc on ne part pas, nous, sur la vidéo. On est vraiment sur l'audio et on veut apporter le meilleur de l'audio à nos utilisateurs et à ceux qui nous feront le plaisir de nous rejoindre, avec toujours cette même philosophie de recommandation et personnalisation. Donc on va adapter au podcast ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a fait sur la musique et qu'on améliore progressivement. Le podcast, aujourd'hui, c'est 450 000 podcasts sur la plateforme. On a déployé dans plusieurs pays, mais pas encore partout. On y va progressivement, comme on l'a fait pour la musique. Spotify ne fait pas des blanquettes, des lancements globaux et mondiaux d'un coup. Chaque fois qu'on va dans un pays, c'est avec... Je parlais de localisation, je parlais de moyens, je parlais d'équipe. C'est pour vraiment être en prise avec le local. On distribue des catalogues existants, soit de la radio en replay, soit des podcasts natifs, y compris en France. Et puis dans certains pays, et la France en fait partie maintenant, on se lance sur des originaux, c'est-à-dire des productions, des coproductions, des exclusifs qu'on va faire, des podcasts exclusifs qu'on va lancer nous. L'intérêt, c'est que... Enfin, ce qu'on constate, c'est que déjà, les écoutes de podcasts ont augmenté de 250% sur Spotify pendant l'année 2018. Au global. Mais ce qu'on constate surtout, c'est qu'un utilisateur de podcast sur Spotify reste 2 fois plus longtemps et écoute plus de musique aussi, en plus des podcasts. D'accord. Donc c'est vraiment une extension de l'activité. Et pour la France spécifiquement, on a lancé notre premier original au mois de juin dans le cadre d'une opération sur Serge Gainsbourg. C'était 6 épisodes sur l'histoire de Serge Gainsbourg, raconté par Melville Poupeau avec Clara Luciani qui citait quelques morceaux, extraits des... Et ça a bien marché? Et est-ce que ça a conduit les gens à écouter des chansons de Gainsbourg? Alors oui, aux 2 questions. Ouais. Ouais, absolument. Ouais, on a vraiment vu un niveau d'écoute que je ne peux pas communiquer, mais qui nous a satisfait, et un regain d'intérêt pour le catalogue de Gainsbourg, sachant que c'était dans le cadre d'une opération avec des playlists et d'autres contenus. Okay. Et par ailleurs, on vient de lancer un podcast il y a quelques semaines en collaboration avec Le Monde, qui était les coulisses d'une enquête d'Ave et l'Homme sur le Parti Socialiste, 7 ans de trahison. Okay. Et donc on avait 5 épisodes sur Spotify en exclusivité qui donnaient un petit peu le behind the scene, comme on dit, de l'enquête elle-même. Et enfin, et après j'ai fini,
Parce qu'on me regarde, là, je suis très impressionné. Et enfin, on lance notre première fiction originale dans quelques semaines. Ok, bah sur cette note optimiste, puisque Gainsbourg est le meilleur musicien français, absolument, on va clôturer la conversation. Merci Nicolas. Merci.